Bonjour, Monsieur madame. Chagnot. Bonjour, madame la procureure. C'est la synthèse sur les événements de la nuit. C'est assez chargé, hein. Là, vendredi, on a quand même eu 2 affaires criminelles, hein. Une en milieu d'après-midi, mais enfin bon, ça c'est une histoire une querelle d'amoureux d'ex-compagnons avec le nouveau, donc il s'achève au coup de couteau. Et puis le soir, vers 21h, une bagarre entre SDF. On a eu aussi, dans le week-end, jambisation. En fait, c'est des règlements de compte entre bande de trafiquants de stupes, quoi. Donc ça veut dire qu'on tire dans les jambes, voilà, à titre d'avertissement. Bon, allez. Au boulot. Le département de la Seine-Saint-Denis est quand même un département, effectivement, quand on compare les chiffres de la délinquance qui est constatée, c'est vrai qu'il se situe au sommet de la pyramide des départements en France, ça c'est clair. Il y a une grande délinquance organisée, une criminalité organisée, qu'il s'agisse des trafics de stupéfiants ou de la délinquance criminelle, hein. Et il y a une délinquance, je dirais, de droit commun, de voie publique, de violence, d'atteinte aux biens, qui en nombre fait masse. Pas mal de rixes. On saura assez vite le couteau. À Bobigny, c'est un peu pyramidal, quoi. Il y a le 4e étage, la hiérarchie, et puis dans les étages en dessous, c'est-à-dire 3e et 1er. Donc il y a les bureaux des magistrats, enfin une partie des bureaux des magistrats, et surtout les plateaux de permanence, là où les magistrats prennent les permanences. Ce sont des lieux où les magistrats sont au téléphone, en liaison avec les services de police du ressort. Oui, allô. Oui. Commissariat de Bondy, je me permets de vous appeler pour vous rendre compte d'une enquête de flagrance. Il faut qu'on a le chauffeur d'un poids lourd, donc d'origine. Alors, il est né au Maroc, il habite en Italie, il a un numéro de téléphone français. Il raconte aux collègues qu'il percute un véhicule à l'arrière. Il s'arrête pour évaluer les dégâts et faire le constat. Et en sortant de son camion, 3 individus sortent de la voiture percutée. L'un est armé d'un revolver, l'autre lui met un coup de tête au niveau du nez et la 3e personne aurait été armée d'une Kalachnikov. Là, la personne armée d'une Kalachnikov monte dans le camion côté passager et volerait un iPhone 4S, un GPS et un agenda avant de prendre la fuite en direction de Bondy Nord. Ils prennent pas le camion. Non, ils ne prennent pas le camion. Le camion reste là. On a une immatriculation de la voiture qui a été percutée, de laquelle sont sortis les individus. Mais cette immatriculation n'existe pas dans nos fichiers. Le pont de Bondy n'est pas équipé de vidéosurveillance. Il n'y a pas un témoin à cette heure-là?
Non, on n'a rien du tout. On a juste la saisine des collègues. Mais vous l'avez physiquement, là, le chauffeur, vous l'avez vu? Alors nous, non, parce que du coup, ce sont les collègues de Bobigny qui sont intervenus. Oui. Parce qu'il a l'air... je sais pas, il y a peut-être une petite interrogation à avoir sur son profil, quand même. Ça fait un peu disproportionné, quand même, d'attaquer un mec à la Kalachnikov et à l'arme de poing pour voler un téléphone. Oui, mais c'est pour ça, nous, ça nous paraît extrêmement... Ouais. Ouais, c'est ça. Excusez-moi du terme, hein, mais quand c'est... Curieux. Oui. Ouais, on va dire ça. On fait quand même la vérification auprès de... Pour le reste, de toute façon, le téléphone est plus exploitable. La plaque d'immatriculation, vous l'avez fait. Bon, bah voilà. Prenez contact avec lui, il arrive, puis signaler la situation. Là, 206, on sait jamais. Voilà. Très bien. Écoutez, je pourrais juste avoir votre nom, s'il vous plaît. Oui, monsieur Pifto. Parfait. Bonjour, je suis commissaire de police de Drancy. Oui. Je vous appelle par rapport donc, à une affaire de trafic de stupéfiants avec garde à vue en cours, donc, qui lui est en possession d'un sachet contenant 35 sachets d'herbe de cannabis d'un poids total de 102 grammes, de 23 sachets de résine de cannabis d'un poids total de 94 grammes, hein, donc en total en stupéfiants on a 196 grammes, et de confondus et de la somme de 520 €, et d'un téléphone portable, donc de la revente de produits stupéfiants. Donc moi je l'ai entendu ce matin donc, sur ces faits, donc il reconnaît les faits, hein, donc il reconnaît les faits que c'était hier la première fois qu'il vendait à la Cité du Nord, puis qu'il voulait se faire vendre de l'argent pour pouvoir partir en week-end avec sa copine à Caen. Vous pouvez me l'amener ou pas? Vous pouvez le déférer ou pas? Quand ça? Maintenant. Asseyez-vous. Alors, je suis le procureur, monsieur, et on peut faire le point sur cette prolongation de garde à vue. Ça fait un petit moment quand même que vous êtes pris en charge par les juges des enfants, l'autorité judiciaire. Ça fait un petit moment que vous avez des condamnations avec mise à l'épreuve, ce genre de choses. Et ça fait un petit moment que vous ne les respectez pas. Les stupes ici, c'est trop. Mais oui, c'est beaucoup, oui. C'est une énorme économie, c'est plus une économie souterraine. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'économie souterraine, c'est pas vrai. C'est pas souterrain, ça se voit, ça se sait, c'est connu de tous, des consommateurs, des forces de l'ordre, des magistrats. Simplement, il faut réussir à endiguer face à un phénomène qui est une vraie vague, c'est un tsunami, le trafic de drogue. Quand un gamin de 20 ans veut acheter une paire de baskets, il va se proposer pour aller faire le guet ou la vente sur le point, il va toucher 750 €, et puis il va acheter ses baskets. Quand il veut se payer un permis de conduire, il va aller vendre 3 jours. Quand il veut faire plaisir à sa mère, parce qu'elle est ric-rac pour le loyer ou qu'il faut remplir le frigo, il va aller vendre. Il va aller vendre sur le point. Le type qui est en face veut dire « Ouais, d'accord, mais je fais quoi, moi? C'est bien gentil, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai pas de diplôme, j'ai pas de niveau d'études. Qu'est-ce que je fais ?» On vous reprend sur un point de vente, ce que vous avez reconnu avec une bonne petite quantité quand même. On est à près de 200 grammes de produits, 520 €, un téléphone pro, donc vous êtes sur le point. Vous étiez convoqué avant-hier devant le juge, hier devant le juge, et plutôt qu'y aller, vous étiez sur le point de vente. Donc en gros, vous avez choisi votre sort. Votre place, là, aujourd'hui, elle est en prison, très clairement. Donc on verra ce que décident les autres magistrats, mais pour moi, il n'y a plus d'ambiguïté, votre place, elle est là. Au moins le temps que vous compreniez un peu que quand on a des avertissements judiciaires, il faut les respecter, sinon ça ne sert à rien. Vous avez la possibilité de demander à un avocat, faites-le. Faites-le parce que de toute façon, vous en aurez un demain. Donc peut-être que si vous pouvez nouer une relation, un contact avec un avocat, c'est pas une mauvaise chose. On va évidemment tenir au courant votre famille de votre déferment demain. Voilà. Monsieur, si vous n'avez pas de questions, c'est bon pour moi. Au revoir. Au revoir. Au revoir, messieurs. On a quand même un effritement de l'environnement éducatif qui a lui-même plusieurs facteurs, c'est-à-dire des familles monoparentales en nombre important. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques aussi sur ce département de la Seine-Saint-Denis. Je dirais pas des familles démissionnaires, mais des familles qui, dans une telle précarité, dans un tel environnement aussi social, qui sont pas démissionnaires, mais qui ne font pas, qui ne peuvent pas faire, qui ne sont pas en capacité de faire. Et puis autour de ces familles et de cet environnement, une présence institutionnelle insuffisante. Cette situation aussi sociale, puisque c'est un département où les personnes vivent en deçà du seuil de pauvreté plus qu'ailleurs. Hein. C'est un département, c'est le département, un des départements les plus pauvres pour la vie de la population par rapport au territoire national. Le chômage en général, il est à 14%.
de la population de Seine-Saint-Denis. Donc c'est important. Hein. Madame Paris, bonjour. Oui, bonjour, mes hommages, madame. Bon, je suis du commissariat de police d'Aubervilliers. Donc les faits pour lesquels il est en garde à vue ont été commis quand? Vol pour extraction avec un préjudice important. On a des bijoux. Le mis en cause l'aurait pris à part et l'aurait menacé avec la petite hache en question. Alors, elle ressemble à quoi cette hache? C'est parce que vous dites qu'elle est petite, mais tout est relatif. Alors les magistrats qui sont de permanence, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le parquet, il dirige la police judiciaire. Donc, il traite toutes les affaires qui se produisent sur le ressort 24 heures sur 24. Et ça représente à peu près en moyenne, pour chaque magistrat, de 80 à 100 appels par jour. Oui, Charlène Vampouille, bonjour. Madame Vampouille? Oui, bonjour. La police de Saint-Ouen vous appelle concernant la garde à vue. Garde à vue de 15h50 pour des violences conjugales et non-respect d'une interdiction de territoire. Voilà, donc en fait, la victime, elle dépose plainte au commissariat de Vanves le 2 septembre pour des faits du 29 août. Donc, lors de sa plainte, elle dénonce que Monsieur Régay lui a porté des coups au niveau du visage, des coups de poing surtout, parce que elle avait touché son téléphone portable. Elle a vu le médecin, elle a eu 8 jours d'ITT, 8 jours d'ITT et des photos, on voit des traces en dessous de son œil. D'accord, ok. Écoutez, monsieur, il a été condamné il y a 1 an et demi pour des faits exactement similaires. Il ne respecte pas son interdiction de séjour, donc on va faire un dépôt 19 pour une comparution immédiate. Quand le magistrat de permanence décide, par exemple, de faire une comparution immédiate, donc il donne pour instruction au service de police de faire déférer la personne concernée ou les personnes concernées au tribunal. Le mec là, en fait il a une violation, il a interdiction de paraître dans les Hauts-de-Seine. Voilà, c'est ça. Voilà, il l'a tabassé à Malakoff au mois de septembre. Ah bah pourtant, moi, il m'a dit que c'était en fin août qu'elle avait déposé plainte. En fait, je pense que le temps que la plainte elle revienne, à mon avis, elle a dû... Ouais, bon. Je vérifie qu'en fait l'enquête elle est solide, quoi. Je vérifie également parce que entre le compte-rendu téléphonique, je pense que vous avez dû le voir à la permanence, c'est quand même assez... c'est-à-dire qu'il faut prendre une décision rapide, une décision cohérente avec finalement les éléments qui vous sont donnés par les fonctionnaires de police. Par exemple, on va me dire tu as un dossier de violence conjugale, je vérifie effectivement si les éléments sont constitués, voilà, le certificat médical, les blessures de la victime, ce que déclare le mis en cause, est-ce qu'il a donné un alibi, est-ce que ça a été vérifié ou pas. Tu vois bien qu'elle a été victime de... Enfin, c'est clair là. Mais ça, c'est peut-être la copie. Espérons. Non, c'est pas la copie ça. Bonjour. Vous êtes maître Koulibaly? J'arrive. Toutes les juridictions de France n'ont pas de dépôt. Seules les grosses boîtes, seules les grosses boutiques, les gros TGI ont un dépôt. Non, le dépôt c'est particulier comme atmosphère, quoi. C'est particulier parce que c'est bruyant, parce que c'est sale. Faut se le dire très clairement. C'est sale, ça aurait besoin d'être rénové, ça aurait besoin d'un coup de peinture, quelquefois ça pue. Vous asseyez là, s'il vous plaît, à droite. Je suis le procureur, monsieur. D'accord? Alors, monsieur Wawazini, vous prêtez serment d'apporter votre concours à la justice. Pas de problème. Alors, vous êtes déféré aujourd'hui en comparution immédiate, monsieur, parce qu'on vous reproche d'avoir un Malakoff, donc l'été dernier, le 29 août 2015. D'accord? Commis des violences que vous avez reconnues, il me semble, en garde à vue. Sur votre compagne, Madame Yoraula, un lien, en l'espèce, notamment en lui portant des coups de poing au visage. Et on vous reproche surtout d'avoir paru en fait à Nanterre alors que vous aviez un jugement vous interdisant de paraître sur la commune des Hauts-de-Seine pendant 2 ans. D'accord? En 2014. D'accord?
Alors vous allez être jugé cet après-midi, monsieur, en comparution immédiate. Le président va vous demander si vous voulez être jugé aujourd'hui ou si vous voulez un délai pour préparer votre défense. Le président vous le réexpliquera. Si vous demandez un délai, c'est de droit. Donc le tribunal, l'affaire sera renvoyée ultérieurement. Maître, est-ce que vous avez des observations, s'il vous plaît? Une observation que je réitère, le seul élément qu'il y a dans le dossier, c'est la garde à vue, et la garde à vue s'est déroulée sans l'assistance d'un interprète. Donc on en tirera les conséquences devant le tribunal, mais dans la mesure où les faits prétendus de violence conjugale ont été commis sur une personne qui explique qu'ils vont se marier, je suis pas sûr que la comparution immédiate soit nécessaire, et une convocation ultérieure, à mon avis, poserait pas de difficulté dans la mesure où il se présenterait devant le tribunal. D'accord, alors je vous explique juste, maître, que des faits de violence conjugale relativement graves, pour quelqu'un qui est en état de récidive légale, ça justifie à mon sens largement la comparution immédiate, d'accord? Mais ça, on verra ce que... J'ai fait mes observations. Oui, bien sûr. Je pense que la comparution immédiate, elle se justifie pour un tas de raisons. Elle se justifie notamment par rapport à la gravité des faits et par rapport aux antécédents. Je pense que la personnalité, elle rentre en ligne de compte, à mon sens, pour la peine. Et ensuite, à l'audience. L'audience, c'est quand même hyper important parce que là, il y a un vrai échange avec le président, avec le procureur de la République, avec les avocats. Je pense que mes collègues vous diront la même chose. De partir en se disant ça vaut 18 mois, ça vaut 2 ans par rapport aux antécédents, par rapport aux faits. Et en fait, ou de revoir à la baisse, ou de revoir à la hausse, d'ailleurs, quelquefois. Alors, en moyenne, en comparution immédiate, on juge 15 personnes par jour. Et c'est quand même une réponse pénale qui est efficace. Parce qu'elle permet quand même de juger dans des délais très courts des personnalités ou des faits, ou les deux, qui sont quand même des affaires pour lesquelles il faut mettre un coup d'arrêt immédiatement. Donc, en tout cas, c'est ce qu'on espère de cette forme de poursuite. Signez là, monsieur, s'il vous plaît. Donc l'audience commence à 13h, monsieur. Donc vous passez entre 13h et 21h. Ah mais ton avocat! J'ai même pas pris d'avocat. Toi, c'est à quelle heure tu te fais juger? C'est pas vrai. Ta daronne, elle sait quelle heure, yes? Ouais. Ma daronne, elle est comme une ouf, gros. Hier, je suis arrivé à minuit ici. C'était blindé le commissariat là. Ouais, c'était blindé, oui. Est-ce que vous savez ce qu'on vous reproche, monsieur? On vous reproche quoi? Un vol roulotte. D'accord. C'est quoi un vol roulotte? Vous avez fait quoi au juste? J'ai cassé le vitre et j'ai pris un paquet de cigarettes. D'accord. Et pourquoi vous avez fait ça? Parce que j'allais voir ma copine et tout, on n'a pas de cigarette. Vous allez voir votre copine, ça justifie qu'on brise la vitre d'un véhicule pour prendre un paquet de cigarettes? Non. Bah, la preuve que si, monsieur, puisque c'est ce que vous avez fait. J'ai fait le con. Bah, ça s'appelle pas faire le con, monsieur. Vous avez commis un délit. Vous avez pété une vitre pour prendre un paquet de cigarettes. Ouais. D'accord. Et vous allez faire quoi, du coup? Vous allez l'indemniser, la victime? Parce que du coup, vous avez cassé sa vitre, ça va occasionner des frais. Vous allez l'indemniser? Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. D'accord. Et il était quelle heure, là, à ce moment-là? Il était midi. D'accord. Et il n'y avait pas de gens dans la rue à qui vous pouviez emprunter ou taxer une cigarette? C'était pas possible, ça? Si. D'accord. Pourquoi vous l'avez pas fait? Il n'y avait pas de gens sur cette rue, il n'y avait personne. D'accord, il n'y avait personne. Donc du coup, ça justifiait qu'on casse la vitre pour prendre un paquet de cigarettes. Non. Vous avez déjà été condamné, monsieur? Oui, Par un tribunal? Condamné, non. Vous êtes déjà passé devant le tribunal? Devant le tribunal, oui. D'accord. Vous avez été condamné à quoi? Vous vous en souvenez? Enfin, vous avez... C'était pourquoi? C'était vol roulotte, mais j'ai rappelé à la loi et tout. D'accord. Donc ça fait... Vous avez déjà eu un avertissement, monsieur? Comment vous pouvez expliquer, monsieur, qu'on vous retrouve aujourd'hui, ici? Je dirais, j'ai fait plutôt le camp. D'accord. Vous pensez pas qu'on a autre chose à faire, monsieur, que de vous déférer systématiquement pour des vols roulottes? Oui. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait là cet après-midi? Vous allez en comparution immédiate et vous risquez l'emprisonnement ferme? Non. J'entends pas, monsieur? Non. Non? Maître, est-ce que vous avez des observations sur notamment la poursuite? Juste vous dire que c'est que voilà, il y a un rappel à la loi, mais il n'y a pas véritablement encore de casier. Il y a un avertissement qui n'a pas été compris. Il est quand même extrêmement jeune. C'est un tout jeune majeur. Est-ce que la comparution immédiate est justifiée ou pas?
Bon, monsieur, vous avez un casier judiciaire qui est vierge. L'autre fois, monsieur, vous avez eu un rappel à la loi par OPJ. Cette fois-ci, je vous fais un rappel à la loi, monsieur, par le procureur. D'accord? Cette procédure, on la conserve, monsieur. Si jamais on vous retrouve dans un quelconque fait de vol, cette fois-ci, monsieur, ce sera la comparution immédiate. D'accord? On est bien d'accord, hein? Vous signez là, monsieur. Merci. Merci. Vous savez ce qu'on reproche? Pas tout, mais à peu près, ouais. Ouais, c'est quoi? Rébellion, outrage. Alors, effectivement, Épinay-sur-Seine, le 8 décembre, une rébellion, un outrage, lorsque les policiers ont voulu vous interpeller, ont voulu vous contrôler déjà au départ. Et ensuite, on vous reproche d'avoir, notamment lorsque vous êtes rentré au commissariat de police avec des fonctionnaires de police, vous aurez dit dans le véhicule, je vais m'engager chez Daesh pour commettre d'autres attentats, 130 morts c'est bien, je vais aider Daesh à cacher des armes, on fera pire au Bataclan. C'est des bêtises, j'étais bourré, ils m'ont insulté et on m'a fait mal au poignet avec les machins. Et je vais pas faire l'apologie de ces gens-là. D'accord, mais pourquoi ça sort alors ça? Je sais pas, j'ai vu, honnêtement, j'ai vu, je me suis fait agresser par des personnes dans la rue avant qu'on me contrôle. Et depuis là, c'est flou dans ma tête, je me rappelle pas trop ce qui s'est passé. L'alcool, ça peut pas vous excuser là? Mais c'est des propos incohérents, je disais des conneries, je disais des bêtises. Ça, c'est des propos, honnêtement, j'ai honte de les avoir tenus et je les regrette plus que sincèrement. L'ambiance après le 13 novembre, c'est assez particulier, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment de peur collective qui est partagé par, déjà par la population, qui est partagé par les enquêteurs, qui est partagé par les magistrats. Et il faut, je dirais, avec un état assez particulier, qui est l'état d'urgence, qui a été appliqué, et donc il faut qui donne lieu à beaucoup plus d'interpellations, beaucoup plus de découvertes dans les saisies administratives et qui basculent ensuite sur des enquêtes judiciaires. Je pense que la réponse adaptée, à mon sens, et c'est le rôle du procureur de la République, c'est de garder la tête froide. Vous sortez d'une incarcération, là, il y a quelques mois. Quelques mois? Vous? Non, quelques années. Quelques années, d'accord. Ouais, j'étais toxicomane et je vendais des stupes à l'époque. D'accord. Et la sortie de l'incarcération, elle s'est passée comment? Très bien. Très bien. La preuve, je me suis réinséré et tout. Et là, c'est des propos, franchement, j'ai honte. Je parle pas des propos, monsieur. Je vous dis juste, mais ça, de toute façon, la présidente vous interrogera à l'audience là-dessus. Vous signez là. Donc cet après-midi, comparution immédiate. Vous connaissez la procédure. Je pense que c'est un espèce d'effet boule de neige, quoi. C'est-à-dire qu'après Charlie Hebdo, il s'est passé ce qui s'est passé. Et je sais pas si ça a libéré la parole. En tout cas, ça a libéré la parole peut-être de certains idiots, quoi. De certains idiots qui, souvent, ont bu, souvent font les cons et tiennent des propos qui font mal, qui peuvent faire très mal. Allô? Il fume surtout le soir. Quotidiennement? Oui. Oui, vu les taux, ça m'étonne pas. D'accord, il est au courant qu'il est interdit de conduire quand on a consommé des stupéfiants, y compris la veille au soir? Tout à fait, je lui ai bien dit que ça restait longtemps dans le 5. C'est pas comme l'alcool, que l'alcool, ça peut s'évacuer en quelques heures, que là... Voilà, donc là, il s'était fait interpeller vers 11h20 et le dernier juin, il est remonté à 8h30 ou 9h. Donc en plus, ce jour-là, il a... L'individu, donc le salarié, ne jouit pas de toutes ses facultés mentales et menace en fait de tuer et de tirer sur tout le monde dans l'enceinte de l'entreprise. Donc il est venu en octobre, il est revenu hier. Ça s'est pas bien passé avec les salariés, donc il a menacé tous les salariés de leur tirer dessus, de revenir avec une calache et des fusils à pompe en disant que son père était en prison, qu'il avait déjà tué plein de gens et qu'ils devaient tous se méfier de lui. Voilà, alors donc c'est un compte Twitter. Il y a eu plusieurs messages avec toujours il y a c'est écrit aussi en arabe. Et avec Paris attaque fusillade France et dessous il y a des images de couteaux, de drapeaux de Daesh, d'avions en feu. Asseyez-vous, monsieur, je vous en prie.
Bien, monsieur, donc vous comparaissez devant moi parce que vous avez été interpellé le 6 décembre 2015 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Et la fouille de vos bagages, d'abord par les services douaniers, puis ensuite par un service de police, a permis la découverte de 5 kilos d'amphétamine. Made it clear that you were transporting 5 kilograms of methamphetamine. Donc l'avocat n'est pas présent tout de suite. The lawyer is not here right now. Mais vous le verrez avant d'être jugé, vous aurez le temps de vous entretenir avec lui. But you will see him before you get to court. You will have the time to talk with him before you go to court. Il répondra éventuellement à vos questions. He will answer all your questions. Okay. Mais en tout état de cause, il vous assistera à l'audience. Il voudrait dire quelque chose. Il a le droit. I plead to the government of France and the prosecutor and the judge to look for a place in their heart to forgive me because I never knew that was what I was carrying. Et donc je demande au peuple de France, au procureur et au juge d'être clément parce que je ne savais pas du tout ce qu'il y avait dans ces Donc vous lui expliquez que ça, il faudra qu'il le sollicite de la part du tribunal cet après-midi. C'est le tribunal qui décidera. It's the court, the judge that will take the decision, so this you can ask. Si vous n'avez pas d'autres questions, monsieur, je vais vous demander, donc, avec le contrôle de votre interprète, de prendre connaissance de ce document et de le signer. Alors, voilà. He tells me everything, but he didn't tell me the condition of the jail, how long it is, just as the police told me. Vous ne lui avez pas informé sur son temps de détention. Ah, parce que c'est pas moi qui vais en décider, c'est le tribunal. It's not him that decides the time of jail, it's the court. You understand? You're being taken to court today, and the sentence will be given today. The judge will decide how long you have to. En revanche, vous pouvez lui préciser qu'il encourt une peine pouvant aller jusqu'à 10 années. The maximum you can get sentenced to is 10 years. That's maximum time. Mais il ne sera pas condamné à ça. Not what you're gonna get. That's the maximum time. You understand? Cela étant, puisqu'on en parle, monsieur, je crois que vous avez des antécédents en Espagne. But the prosecutor is pointing out that you have a criminal record in Spain also. En tout cas, vous intéressiez beaucoup les autorités espagnoles. And the Spanish authorities were interested in your case. Donc vous étiez peut-être un peu informé du risque pénal. You were informed of the judicial risk that you were taking. Je trouve que faire en sorte que les méchants soient en prison, c'est assez noble quand même. C'est juste, voilà. C'est un peu incarner un sentiment de justice et que celui qui à un moment profite trop d'un trafic, de quelque chose de dangereux pour les autres, en paye le prix, y compris de sa liberté d'ailleurs, et puis après pour tout le reste, d'argent, d'interdiction, ouais, c'est suffisant. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire ici. Parce que derrière, il y a un travail des policiers, il y a un travail de toute une chaîne pénale, tout le monde s'y implique, il y a une volonté forte, une politique pénale. L'autorité judiciaire, elle a son rôle. Enfin voilà, elle existe comme ça. Elle incarne ça. Et restituer un sentiment de justice en dégageant une équipe de trafiquants qui pourrait la vie à tout le monde, je trouve que des fois, ça permet d'avoir des soirées sympas. Par là, hein? Madame, écoutez, c'est injuste, madame. Madame, il n'est pas fini le mois, madame. On est au rez-de-chaussée d'un immeuble d'habitation. C'est ça. Et si on est dans un immeuble d'habitation, et quand vous regardez derrière, si ma mémoire est bonne, là, il y a une tour, là. Et puis au-dessus, pareil. Voilà. Tout le monde visualise ce qui se passe. Voilà. Donc les gens, s'ils veulent, ils voient tout ce qui se passe ici. Le locaux de garde à vue, c'est pas visible? Non, pas du tout. Non, les locaux de garde à vue, ils sont de l'autre côté. Ils sont vraiment de l'autre côté. La relation et le travail avec les forces de sécurité de proximité, de police judiciaire, ça doit être ancré dans le quotidien. C'est-à-dire on apprend à se connaître, c'est déjà quand même une bonne chose. Et puis ensuite, voilà, on parle de ce qu'on fait, des conditions dans lesquelles on fait, des difficultés qu'on rencontre et comment on travaille mieux. Ouais. Donc d'un côté, on a les enquêteurs et de l'autre, on a l'accueil où on reçoit le public, où on prend les plaintes. D'accord, donc ils sont directement exposés au bruit des gardés à vue. Ah oui, ça oui. Parce que là, ils sont en plein milieu du... Ah oui, Et t'as des toilettes aussi. Oui. Je vous aurais tout vu comme ça, Madame Paris. Les odeurs d'urine aussi en permanence.
C'est la difficulté, c'est qu'on partage les effectifs de police partagent les toilettes avec les gardes à vue. Là, vous avez une cellule, et donc ça, c'est le deuxième. Voilà, ça c'est. Vous n'êtes pas venu, Camille, mais c'est Frappuccina caca, comme on dit. Il renvoie bien, ce commissariat, l'image des conditions de travail particulièrement indignes dans lesquelles peuvent travailler certains fonctionnaires de police. Alors c'est le cas d'Épinay, mais il y a d'autres commissariats dans la même situation. Donc des conditions de travail voilà, qui ne sont pas à la hauteur. Mais en même temps, dans ce commissariat, on a des fonctionnaires de police, des enquêteurs, des officiers de police judiciaire qui sont hyper motivés, qui travaillent particulièrement bien, qui sont à la hauteur de la délinquance de leur territoire. Et les stupes, ça se situe où le plus? Orgemont. La plupart des trafics au niveau cannabis et même héroïne. Après, on a le quartier des Prés qui est aussi bien gangréné. Donc les consommateurs, on a tellement de liens avec le 95 que la plupart de nos consommateurs de drogue sont des gens du 95 et la plupart de nos victimes de vol avec violence sont également du 95. Donc ça, voilà. Et donc la rue Jean-Philippe Rameau, qui est l'endroit où, alors on en a peu parlé, ça a été assez peu médiatisé parce que ça s'est passé le 14 novembre. Donc, mais le 14 novembre, on a un jeune garçon qui a été battu à mort dans un hall, et dans le hall de la rue Jean-Philippe Rameau, sur fond de trafic de drogue, avec voilà, des règlements de compte, on va dire une punition assénée pour l'exemple par le gérant du point qui n'a pas apprécié de se faire voler par un de ses dealers. Donc un secteur difficile, le quartier sensible, des grandes barres d'immeubles, on fait la configuration classique. Et c'est quoi à peu près l'économie de ce quartier-là? Ça donne quoi à peu près en termes de rendement par jour? Ouais. On doit être à 2-3 000 € par jour pour ceux qui marchent le mieux. Un minimum 700 € par jour les mauvais jours. Et sinon, les vols portières, c'est les équipes habituelles, quoi, non? Sur les vols portières, si on a vraiment des groupes sur mineurs, mineurs, et notamment sur le. Là, on a le groupe Vol-Violence représenté par M. Fay, qui a fait une belle affaire la semaine dernière, enfin, suite à une interpellation de la BAC, des dispositifs de surveillance qui avaient été menés sur toute une semaine, avec interpellation de jeunes qui étaient multiréitérants. Donc le majeur a été condamné, je pense qu'on a été incarcéré. Le mineur, voilà, il est mis en examen devant le juge pour enfants. Voilà. On manque quand même de structures qui permettraient de sortir ces gamins-là pour les mettre ailleurs. Je veux dire, la prison en est une, mais elle est provisoire. Je veux dire, voilà. Au pénal, voilà, on est quand même dans une situation difficile, ce qui nous a conduit avec le président à supprimer 20% des audiences correctionnelles et civiles. Donc on a supprimé pour le pénal 4 audiences collégiales par semaine. Voilà, donc c'est une situation difficile qui va perdurer jusqu'au mois de septembre de cette année, puisque les renforts n'arriveront qu'à cette période-là. Mais par contre, dans les suppressions d'audience, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ça ne touche pas tout ce qui est comparution immédiate. L'insuffisance des moyens, qui touche à la fois les magistrats et les fonctionnaires, ça a des conséquences sur toute la chaîne pénale. C'est-à-dire, au début de la chaîne pénale, on ne peut pas juger dans des délais raisonnables, c'est-à-dire qu'on prend déjà du retard à juger les affaires. Donc les affaires sont jugées des fois à 1 an, 2 ans. Les dossiers qui sortent de l'instruction, par exemple, ils sont jugés des fois 2 ans après leur ouverture, c'est-à-dire déjà peut-être 3 ans après les faits. Et ensuite, le sous-effectif des fonctionnaires et des magistrats sur l'exécution des peines, quand il y a une décision qui a été rendue par le tribunal, il se traduit là aussi dans l'exécution des peines. Donc, pour que la peine, finalement, la réponse judiciaire, la peine arrive à exécution, on a perdu un temps énorme. Boîte à outils. Alors, initialement, vous avez été déféré ici parce que vous deviez passer en comparution immédiate. C'est bien ça? D'accord. Moi, je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Je suis là parce que, à l'occasion de votre déferment, on nous a remis votre casier judiciaire et j'ai constaté que 2 jugements ont été rendus qui ne vous ont jamais été notifiés.
d'accord? Je vais vous le dire, monsieur, je vais vous donner des précisions. Voilà. Donc, je suis le procureur de la République à l'exécution des peines et je suis là pour vous remettre 2 jugements, d'accord? Vous pourrez former opposition ou appel à cette décision, d'accord? Alors, je vais vous expliquer. Donc, nous sommes le 5 janvier 2016 et il est midi 46. Alors, vous avez fait l'objet d'un jugement de défaut, monsieur, en date du 11 février 2014, prononcé par la 11e chambre du tribunal correctionnel de Bobigny. Vous avez été condamné pour des faits de vol avec destruction ou dégradation. Ce sont des faits qui ont été commis le 5 août 2011 sur la commune de Saint-Denis, dans le département du 93, Seine-Saint-Denis, et vous avez été condamné à 60 jours amende de 10 € chacun. Dans la mesure où vous n'étiez pas au courant de cette audience, est-ce que vous souhaitez être rejugé, repasser devant le tribunal pour vous expliquer? Comme je vais rentrer en prison avant. Mais non, vous ne rentrez pas en prison, monsieur. Pourquoi vous dites que vous allez rentrer en prison? Oui, mais le 29 janvier 2016, vous ne savez pas si vous allez rentrer en prison, monsieur. Hein? C'est comme j'ai battu, j'ai tapé ma femme. Oui, mais, monsieur, là, ça c'est autre chose. J'avais 2 ans de mise à l'épreuve. Monsieur, ne préjugez pas de ce qui va être décidé par le tribunal. Pour l'instant, vous n'allez pas en prison, vous allez même sortir tout à l'heure. Hein? Oui, et vous serez jugé le 29 janvier 2016. Vous verrez. Pour cette affaire-là, pour laquelle je suis là aujourd'hui... Si je prends un arrangement. Le mieux, c'est d'aller vous expliquer devant le tribunal, monsieur. Vous ne pouvez pas vous arranger avec moi aujourd'hui. D'accord? Voilà. Donc, vous allez signer, monsieur, ici et ici, s'il vous plaît. Ici. Voilà, vous signez là. Et en dessous, ici. Ça, c'est le premier jugement. Il y a un deuxième jugement que je dois vous remettre. Eh oui, monsieur. C'est tout le problème lorsque vous ne communiquez pas votre bonne adresse, monsieur. Lorsque vous changez d'adresse, par exemple. Il faut le signaler. Sans quoi des décisions sont rendues alors que vous n'êtes pas informé. D'accord? Vous avez été condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement délictuel pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Un fonctionnaire de police ou autre, je ne sais pas. Ça s'est passé le 24 avril 2013 à Stein. Mais également des faits de rébellion le 24 avril 2013, également à Stein. D'accord? Ça, mais j'ai fait la prison pour ça. Non, monsieur, vous n'avez pas fait la prison. Vous n'avez pas fait la prison puisque vous n'étiez pas à l'audience, de surcroît. Enfin, on garde une trace des condamnations prononcées et tôt ou tard, elles vous sont notifiées. Ou alors, elles sont ramenées à exécution. Voilà. Donc, je vous remets le PV de notification avec vos droits, la possibilité de faire appel. Hein, et vous devez impérativement vous présenter le 29 janvier devant le tribunal correctionnel Bobigny. D'accord? Je suis d'accord avec vous. Le commissariat m'a rappelé ce matin en m'indiquant que l'adresse que vous avez communiquée correspondait à un squat. Oui, pourquoi? Il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat. Voilà. Donc, c'est pas une bonne adresse. Hein. Que les documents concernant votre travail, bien, on n'a pas pu se les procurer. Et que concernant votre situation familiale, on n'a aucun élément. D'accord? Donc, j'ai donc décidé de ramener à exécution cette peine d'emprisonnement de 3 mois. Je rappelle, monsieur Biache, que vous avez donné plusieurs identités. J'ai noté au moins 8 ou 9 identités. Vous êtes fait passer également pour un certain Kadhafi Mohamed. Bon, tout ça fait que, finalement, on ne peut pas envisager une convocation dans le juge d'application des peines et je suis presque obligé de vous envoyer en prison pour exécuter cette peine de 3 mois d'emprisonnement. Vous nous avez baladé, monsieur, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, hein, sur votre véritable identité, votre véritable situation. D'accord? Alors donc aujourd'hui, je ramène l'exécution de cette peine. Voilà, j'en ai terminé, vous pouvez disposer, monsieur. Allez-y, vous allez entrer, vous installer sur la chaise qui est en face de mon bureau. Voilà, vous posez vos affaires. Vous avez été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 6 janvier 2014 à une peine de 3 mois d'emprisonnement. Voilà, c'est ça. Et je vous avoue, situation assez inhabituelle, c'est que vous avez refusé que cette peine d'emprisonnement soit aménagée par le juge d'application des peines. Non, parce que j'ai une situation pas forcément favorable. D'accord. Et c'est ce qui a fait que je préfère faire mes 3 mois. Donc vous préférez être incarcéré. Voilà, et après, marcher bien après. D'accord, très bien. Sachant que une fois en détention, vous avez toujours la possibilité de déposer un aménagement de peine. Hein. D'accord, ok. Et à ce moment-là, le juge d'application des peines appréciera votre projet de demande d'aménagement de peine et ça se passera en détention. C'est ce qu'on appelle les aménagements de peine en milieu fermé. On va préparer les formalités, ce qu'on appelle les formalités de mise à l'écrou, monsieur. D'accord, hein, c'est aussi simple que ça. C'est la première fois, je ne connais pas, donc on va voir.
Mais non, ouais, c'est parce que moi, franchement, ma situation, elle n'était pas favorable pour faire même du bracelet. C'est-à-dire, quelle est votre situation Je suis en actuellement, colocation. monsieur ? Donc c'est une adresse qui n'est pas vraiment stable, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc ça peut changer n'importe quand à la guise de la location, de la locataire. Sur le plan professionnel et familial ? Non, professionnel néant, là. J'ai plus de travail, j'ai perdu mon permis, donc j'ai plus de travail. D'accord. Familial, c'est néant aussi, ils sont loin d'ici. Oui. Et ce qui vous amène aujourd'hui à vouloir exécuter cette peine d'emprisonnement, c'est quoi ? C'est le fait de traîner quelque chose derrière soi. Vous avez envie de vous en débarrasser pour repartir ensuite dans vos projets ? Ouais, voilà, le but pour ma condamnation, c'est vraiment prendre un appart et après trouver un travail et puis faire mes peines et puis m'envoler tout seul. Très bien. Bon, très bien. Alors, nous sommes le 5 janvier 2016. Est-ce que vous avez déjà été incarcéré, monsieur ? Non, je suis primaire, comme je disais. Donc jamais incarcéré, c'est la première fois ? C'est la première fois. Ouais. J'aurais aimé passer ça, mais bon, je n'ai pas trop le choix là. D'accord. Je vais appeler le dépôt. Une escorte va monter et va vous accompagner au dépôt. Et ensuite, vous irez à la maison d'arrêt. D'accord, ok. Oui, l'exécution des peines. Vous pourriez m'envoyer, s'il vous plaît, une escorte pour une mise à l'écrou d'une personne qui est devant moi. Hein ? Merci. Voilà. Monsieur Alexandre, est-ce que vous avez des questions, des observations à faire ? Non, ouais. J'irai bien sur le terrain, comme on dit. Allez, laissez-moi passer devant. C'est effectivement une décision... une décision de la part du condamné qui est assez inhabituelle, puisqu'en général, ils aspirent tous à obtenir un aménagement de leur peine, qu'ils soient d'ailleurs libres ou incarcérés. La priorité pour ces personnes, c'est d'obtenir une mise en liberté, un aménagement de sa peine, sous forme de placement sous bracelet électronique, libération conditionnelle, semi-liberté. Il y a tout un panel des mesures possibles. Et lui, et on peut le comprendre, c'est qu'il n'a pas les garanties de représentation suffisantes. Il n'a pas un environnement suffisamment favorable pour se tenir à un cadre qui serait mis en place par le juge d'application des peines. Je crois qu'il fait preuve aussi de réalisme. Bonjour, commissariat de Noisy-le-Sec. On est sur une affaire de disparition inquiétante de personnes majeures fichées S. Ouais, j'ai pas de retour de l'antiterror encore. Je sais pas ce qu'il compte en faire. Moi, je l'ai vu ce matin. Ouais. Il me décisent pas pour le moment. Donc pour l'instant, on reste en disparition inquiétante. Donc moi, j'ai fait le point avec ma hiérarchie ici. Puis nous, on est un petit commissariat, pas beaucoup de... Non, mais là, Non, mais aucun problème. On me demandait d'aller faire une perquisition éventuellement chez la famille Mello, parce que la maman, elle, Mello, n'a pas voulu signaler la disparition de ses enfants, contrairement à Madame Benham avec elle l'a faite. Parce que pour elle, il n'y a pas de caractère inquiétant. Pour elle, ce sont des jeunes qui sont partis au ski, qui ne donnent pas de nouvelles, comme les jeunes pour la plupart. Ouais, là, ça fait un petit moment quand même, ça fait 3 semaines presque. Maintenant, elle nous confirmait qu'eux étaient de confession catholique et que ses enfants s'étaient convertis à l'islam dernièrement. Pourquoi Dijon ? Je comprends pas Dijon. Ils étaient donc de ce qu'ils disaient aux parents. Donc ils devaient partir dans le Jura, dans une petite ville qui s'appelle Les Rousses, pour faire du ski, soi-disant. Alors après, nous, on regardait un peu Dijon. Il y a la frontière suisse pas loin. Oui, de toute façon, c'est une frontière. Voilà. Et cette conversion-là, elle est récente ? Les deux... Ouais. Alors, le Béchir, en fait, lui, c'est une famille musulmane, non pratiquante. Non, c'est pour les deux autres. Alors, les deux autres, oui, c'est récent. C'est quoi récent ? C'est récent, ça fait moins d'1 an. Alors après, la maman, ne dit pas vraiment qu'il s'est radicalisé, mais elle dit quand même qu'il était quand même... des fois, il tenait des discours un petit peu, pas extrêmes, mais voilà, un peu inquiétants au tout début de sa mise en pratique de sa religion. Et puis sur la fin, un peu moins. Il lui paraissait un peu plus souple dans ses façons de penser, dans tout ça. Ok, c'est bon pour moi. Merci, madame. D'abord, la radicalisation, elle est en cours d'évaluation. C'est quelques éléments qu'on a. Ensuite, il y a une évaluation du parquet de Paris pour savoir si ça présente un caractère qui peut être en lien avec un départ sur une zone de conflit, ce qui amènerait leur saisine pour une association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste.
Et si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que s'ils ne se saisissent pas du dossier, on reste compétent, nous, au parquet de Bobigny, pour continuer à travailler, évidemment savoir où sont partis ces jeunes hommes, et dans un autre cadre juridique qui est celui des recherches d'une cause de disparition qui peut paraître inquiétante. Mais c'est très rare, en tout état de cause, qu'ils nous expliquent qu'ils se sont rendus sur une zone de conflit. On a souvent des explications sur un peu rocambolesques sur un départ dans un pays pour approfondir leur culture religieuse, pour apprendre une langue. Ça ne correspond pas tout à fait à ce qu'on a pu mettre à jour. En revanche, à partir du moment où la disparition n'est plus inquiétante, puisqu'on les a retrouvés et qu'ils vont bien, on n'a plus de cadre juridique pour continuer à comprendre un peu, essayer de comprendre les raisons de leur départ. Ils sont revenus. La disparition n'est plus inquiétante. On ne peut pas poursuivre quelqu'un pour être simplement radicalisé. On peut effectivement le surveiller, regarder au plus près de ce qu'il fait, mais si lui passe pas à l'acte, par exemple dans le cadre d'une association de malfaiteurs en vue d'un acte terroriste ou autre, je veux dire, la radicalisation, je veux dire, déjà il faut l'établir, qu'on est en voie de se radicaliser ou radicaliser, et puis ensuite, il faut qu'il y ait quand même des infractions de commises. Alors on peut les prévenir. Mais le simple fait d'être en voie de se radicaliser n'est pas une infraction. Dans la suite des attentats, est-ce qu'il serait possible d'avoir un bilan d'un certain nombre de perquisitions administratives que vous avez pu être amené à mener pour aussi peut-être éventuellement pouvoir rassurer la population sur le fait qu'il n'y a pas d'autres éléments graves qui auraient pu être trouvés, ou tout simplement pour dire ce qui a été fait sur ce point-là. Juste peut-être sur les suites des perquisitions administratives, il y a un bilan qui a été fait par la préfecture et nous on a bien sûr fait, alors j'ai pas le tableau sous le nez là, mais sur celles qui ont donné lieu à des suites judiciaires, parce qu'on a trouvé soit des stupéfiants, soit du numéraire en quantité importante et des fois couplé bien sûr avec des stupéfiants, soit des armes, mais pas tant que ça finalement, parce qu'on a trouvé sur l'ensemble des perquisitions, on a trouvé une Kalachnikov, on a trouvé beaucoup de petites armes et beaucoup de cartouches surtout, quand même, pas mal de cartouches. Il y a eu ici et là, on a trouvé quelques Corans en nombre à certains endroits, mais pas à Saint-Denis en tout cas, mais sans pouvoir établir derrière. Ça permet quand même de donner des renseignements et de faire un travail après sur des individus, mais en termes judiciaires, rien de ce côté-là. Oui, alors sur le département, il y a 4 zones de sécurité prioritaires, donc ça oblige le parquet à participer à des réunions très fréquentes sur chaque zone de sécurité prioritaire. Et donc ces réunions, elles ont cette efficacité-là, c'est de mettre autour de la table l'ensemble des forces de sécurité et de justice pour mettre les moyens pour traiter la délinquance qu'on veut traiter sur cette zone de sécurité prioritaire. Une inquiétude sur le parking du 30 rue de Strasbourg, avec, malgré la vidéoprotection qui a été installée dans ce parking et qui fonctionne et qui n'a pas été endommagée, la poursuite de trafic en tout genre, mais on y travaille avec les services de police. Je vais confirmer les chiffres qu'a donné le commissaire Lebas, c'est que nous avons ressenti une baisse de 40% des agressions que nous pouvions avoir en périmètre du centre, je dirais. Et c'est vrai que à la fois les 2 bandes du Caquet qui ont été éradiquées ont donné une grande bouffée d'oxygène aux commerçants. On a des phénomènes d'occupation de hall qui se déplacent. On avait en début d'année un hall bien connu au 15 Édouard Vaillant. Je crois qu'après il y a eu je suis sûre, il y a une fusillade assez importante sur ce secteur et donc le 15 Édouard Vaillant depuis est extrêmement calme. Les choses se sont déplacées sur le 11 et le 13 Édouard Vaillant. On a donné récemment l'accès au parking parce que il y a de l'occupation dans les halls et du trafic, mais il y a aussi des choses qui se passent en souterrain. Donc on a redonné les accès aux forces de police. Dans l'immédiat, ce que j'espère pour le parquet de Bobigny, en tout cas pour la juridiction, c'est pas que le parquet, c'est effectivement qu'on puisse nous renforcer nos moyens, c'est-à-dire notamment en fonctionnaires et bien sûr en magistrats.
Ce qui m'anime encore, c'est d'être là pour toutes les victimes et tous les citoyens qui ont ce besoin de justice. J'ai aucun doute là-dessus, aucun doute sur ma capacité à avoir tous les jours la même énergie, la même envie, la même niaque. Enfin voilà, je veux dire, là-dessus, j'ai aucun doute. Mais alors là, franchement, aucun doute. La seule chose où j'aurais plus la niaque, c'est le jour où je serai 6 mètres sous terre. Bah oui, c'est vrai en plus.